Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Rétrosport sur NRTV. Au menu, cette semaine, on parle escrime tout d'abord avec la jeune sabreuse de Founet, Nora Pérou, qui revient des championnats du monde junior d'escrime en Égypte. On part en mer ensuite avec le navigateur originaire de Versoix, Lucien Cujean, qui contrairement à beaucoup d'athlètes, lui est fixé sur son sort. Il sera bel et bien aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. On parle avec lui de ses préparatifs. Reportage en images ensuite à Gland avec les handballeuses juniors du HBC Nyon et de TCGG qui disputaient leur premier match à Gland contre Lausanne. Enfin, on parle rugby puisque les rugbymen n'ont toujours pas pu toucher le ballon depuis octobre dernier. On veut savoir pourquoi. Explication en plateau avec le Nyon Rugby Club. Les championnats du monde d'escrime des juniors ont eu lieu début avril au Caire en Égypte. La jeune sabreuse de 16 ans, originaire de Founet, Nora Pérou, y était. C'était ses premiers championnats du monde et elle s'est classée 28e cadette moins de 17 ans et 59e junior en moins de 20 ans. Elle est avec nous en plateau. Bonjour Nora. Bonjour. Ravie de te recevoir sur ce plateau d'NRTV. Comment c'était cette expérience en Égypte à ces mondiaux ? C'était très sympathique, c'était assez impressionnant quand même parce que c'était la première fois que j'allais à des mondiaux. Avec le Covid aussi, ça faisait une ambiance un peu particulière, mais en globalité, c'était cool, j'étais contente d'être allée. Quel effet ça fait à 16 ans de participer à une compétition comme ça, d'envergure mondiale ? Ça va, parce que j'avais déjà quand même fait des circuits européens, donc c'était pas la première fois que je voyais des grandes pays, compétitions et tout ça. Enfin, c'est vrai que ça met une pression en plus parce qu'il y a le nom dessus, il y a le nom des championnats du monde dessus, mais au final c'est toujours la même chose, disons, que par rapport aux autres compétitions que j'ai fait il y a 1 an, 2 ans comme ça. Comment tu as appréhendé ce championnat du monde ? Comment tu t'es préparée pour ça ? Je sais pas que j'ai beaucoup de temps pour me préparer. J'ai pas été avertie très à l'avance parce qu'il y a le Covid, tout ça, les sélections, elles sont faites un peu tard. Mais j'ai un peu intensifié mes entraînements et je suis aussi allée voir une préparatrice mentale à Lausanne. Et voilà quoi. Ouais. Quand on t'a dit tu vas en Égypte disputer les championnats du monde dans quelques semaines, t'as réagi comment ? J'étais très contente. Au début, je n'y croyais pas trop. Enfin, je savais qu'il y avait cette rumeur, mais je pensais pas du tout déjà que ça allait avoir lieu à cause du Covid et en plus que j'allais y participer. Je pensais pas être sélectionnée. Donc ça a été un peu une bonne surprise quoi. Justement, avec le Covid, il y a eu pas mal de compétitions annulées, notamment l'année passée, etc. Ça t'avait manqué aussi, justement, de disputer des compétitions comme ça ? Oui, très, beaucoup. Ma dernière, c'était avant les championnats du monde, c'était il y a plus d'1 an. Donc ça fait beaucoup. Donc oui, ça m'avait beaucoup manqué, surtout de s'entraîner et de ne pas savoir si j'allais pouvoir montrer de quoi je suis capable en tournoi. Ça manquait beaucoup. Il y avait le bonheur de voyager en Égypte aussi ? J'ai pas vu grand chose de l'Égypte. C'était cool. Franchement, c'est la première fois que je sortais de l'Europe. T'as vu des salles en fait, surtout. Ouais, je fais un peu le tour du monde des salles de sport. C'est ça. Mais c'est pas grave. J'ai quand même vu les rues, tout ça. Je retire quand même une expérience positive. Et avec le Covid, ça se passait comment, justement, ces championnats du monde ? Alors, on voit sur les images derrière moi que tu devais être masquée, en fait. Ouais. Toutes les athlètes devaient être masquées, c'est ça ? Comment ça se passait ? Oui, sur le lieu de la compétition, on doit tous être masqués, sauf quand on met notre autre masque, quand on tire, là, on peut l'enlever. Mais sinon, oui, tout le long, on doit le garder. Même les coachs, tout ça. C'était très rigoureux, ils nous demandaient de garder la distance. Pas de public ? Non, zéro. Non. Même nous-mêmes, on ne pouvait pas regarder le reste des matchs quand on était éliminés. Ouais. Donc ça, c'était un peu frustrant. Et tes parents ont pu venir en Égypte ou pas ? Non. J'allais toute seule avec ton coach. Oui. D'accord, très bien. Quel regard tu as sur tes résultats ? Donc, je l'ai dit, 28e cadette, moins de 17 ans et 59e junior en moins de 20 ans. Tu es contente de ces résultats ? Oui. Enfin, on peut toujours faire mieux, mais je suis quand même en globalité assez contente. Ça fait partie des objectifs que tu t'étais fixé ? Enfin, c'est plus ou moins ce que tu imaginais faire ? C'était dur de se donner des objectifs parce que justement, j'avais aucune idée de mon niveau par rapport au reste des concurrentes, parce qu'on a quand même eu 1 an sans se voir, on ne sait pas du tout comment on a évolué par rapport aux autres, surtout qu'à Founet, où il n'y a pas vraiment... Je fais souvent avec des plus grands, donc je ne sais pas si mon niveau s'améliore, quoi. Mais du coup, en junior aussi, de passer les poules, ça, j'étais contente, parce que
c'est la première fois que je l'ai passé. J'avais déjà fait une compétition junior, une Coupe du Monde, mais j'avais pas passé les poules. Là, je les ai passées, donc c'est quand même c'est quand même la compète la plus dure de la saison, disons. C'est dans la catégorie moins de 20 ans, quoi, c'est ça. Pour ça, j'étais contente parce que aussi l'année prochaine, je suis dedans. Donc ça, c'est cool. Et en cadet, oui aussi. Oui, effectivement. Parlons un peu de toi, Nora. Apprenons à te connaître. Depuis quand tu pratiques l'escrime? J'ai commencé quand j'avais 8 ans. Tout simplement parce que mes 2 grands frères, ils en font aussi. Et je faisais de la danse, mais je ramenais pas de médaille. Du coup, j'étais un peu jalouse et j'ai commencé, je les ai suivis, quoi. D'accord. Donc les grands frères qui t'ont donné cette envie-là. Mais c'est quoi qui t'a plu, en fait, dans l'escrime? Le tout. Enfin, je trouve que c'est cool parce que déjà c'est individuel, ça j'aime bien, parce qu'on a quand même on s'entraîne tous ensemble, mais au final après c'est chacun pour soi. Et moi je me trouve meilleure seule, disons. Ouais. Sport individuel qu'en sport collectif, oui, en fait. Je me vois mal faire un sport collectif. D'accord. Et voilà quoi. Il y a aussi le fait que ça bouge beaucoup. Que ce soit assez court et intense, ça j'aime bien aussi. Et ce côté bataille aussi, affrontement, c'est quelque chose... Ouais, c'est vrai que c'est très satisfaisant mettre des points, avoir le point, c'est cool. Alors, on va distinguer, pour ceux qui l'ignoreraient, c'est que tu es sabreuse, donc tu pratiques le sabre et non l'épée. L'épée, c'est plutôt la discipline qu'on connaît le plus en fait en escrime. C'est quoi la différence avec le sabre que tu pratiques, toi? Le sabre, c'est plus rapide. L'épée, on touche avec des différentes parties de la lame, on touche seulement que la pointe. Le sabre, c'est toute la lame. En épée, il y a des priorités. Non, il y a pas, je raconte des bêtises. En épée, il n'y a pas de priorité. En sabre, il y a plein de différences au final. C'est vraiment pas... on ne peut pas être fort. C'est rare qu'on soit fort en épée et en sabre. C'est vraiment très, très distingué. Ouais. Il faut être... comment dire, c'est quelque chose de plus physique aussi, tu penses, ou pas spécialement? Ouais. Non, je pense pas forcément. C'est vrai que des fois, on peut aller plus vite, mais eux, ils restent peut-être plus souvent sur la piste, donc je pense que ça se vaut. C'est des techniques, des tactiques en fait qui sont différentes dans la manière de pratiquer ce sport-là. L'escrime, c'est aussi un sport très mental. C'est quelque chose justement, la gestion du stress, la gestion dans l'affrontement psychologique. Tu le disais, tu as dû aller voir une coach mentale pour les compétitions. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. Oui, très, parce que par exemple, l'année passée, j'ai fait les championnats d'Europe où j'ai gagné toute ma poule, j'ai tout gagné mes matchs, mais après, niveau mental, je suis complètement partie ailleurs, donc j'ai perdu directement, c'était vraiment pas voilà quoi. C'est difficile quoi. Mais donc après, je pense que j'en ai un peu pris une leçon, là je suis allée la revoir et tout, et du coup là cette fois, c'est plus un peu une rage un peu de gagner. Et surtout, les poules, ça va. En fait, je me suis blessée à la jambe aussi. Du coup, ça, c'était dur de pas trop y penser, quand même faire bien. Il y avait plein de choses à penser, quoi. Mais après, en tableau de 64, je perdais 14-11. Donc, il faut arriver à 15. Hein. Je perdais 14-11 et j'ai réussi à remonter à 15-14. Donc, ça, c'est... C'est tout dans le mental, en fait, c'est ça? C'est tout dans le mental. D'accord. Donc, il faut aller chercher vraiment les ressources. Et puis ça, être accompagné de quelqu'un, effectivement, ça sert. Nora, tu as 16 ans. Tu viens de participer à ta première compétition mondiale, on le rappelle, donc de sport de haut niveau, quoi, que tu pratiques. Tu te vois où dans quelques années avec l'escrime? C'est quoi tes objectifs? C'est une grande question. Je ne sais pas si j'ai vraiment d'objectifs. Tout objectif d'un sportif, c'est de réussir le plus longtemps possible. Mais j'aimerais bien surtout continuer parce que j'aime beaucoup déjà juste faire des entraînements comme ça. Je m'amuse toujours. Déjà, tu prends du plaisir. Ouais, en fait. c'est ça le plus important, je pense. Et on verra les compétitions, ce que j'arrive à faire et où ça me mène. D'accord. Donc peut-être être semi-professionnel, parce que être professionnel à 100%, c'est extrêmement dur déjà dans ce sport-là, et puis d'autant plus en Suisse, il y a peu de structures justement qui le permettent, mais semi-pro peut-être, quelque chose qui te tente? On aura la réponse dans quelques années. Pour le moment, tu es encore au gymnase à Nyon, en biologie et chimie, si je ne me trompe pas. Comment tu arrives à allier les deux? Parce que j'imagine que c'est pas des petits entraînements, c'est des entraînements intensifs pour se préparer à des championnats du monde ou à d'autres compétitions. Comment tu fais pour allier les deux? En fait, les entraînements, ils sont assez tard dans la soirée, c'est de 7h à 21h. Du coup, j'ai le temps je finis plus tard à 5h30 l'école. Je
je travaille. J'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas beaucoup de temps pour travailler en semaine, mais les week-ends, là, j'ai pas de compète, donc j'ai pu compenser, donc ça va bien. Et j'arrive à tenir la route. J'ai assez de facilité, donc ça va. Ouais. C'est quoi la suite? C'est quoi les prochaines compétitions, les prochains matchs que tu vas disputer? C'est l'année prochaine. C'est la saison prochaine, donc saison 2021-2022. Ça dépend comment le Covid, franchement, tout peut changer. Normalement, vu que je deviens U20, il y a le circuit qui commence en janvier jusqu'à avril. Donc, on verra bien. D'accord. Donc là, voilà, une fois que les championnats du monde sont passés, on remet en fait à la saison prochaine. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être des compètes suisses. Ouais. Mais peut-être les championnats suisses en fin mai, comme ça dépend aussi de nouveau de la situation, quoi. Mais tu devrais y participer, normalement? Oui. À ces championnats suisses? S'ils ont lieu, oui. D'accord, ok. Alors fin mai, on croise les doigts pour que ça ait lieu. Donc ça, c'est le prochain rendez-vous. Et puis ensuite, ce sera les prochains championnats européens, les prochains championnats mondiaux, on l'a compris, pour la saison prochaine. Nora Perroux, merci beaucoup d'avoir été avec nous en plateau sur NRTV. Et puis tout de bon pour la suite dans l'escrime. Merci. Salut. Alors que la plupart des athlètes de la région attendent encore de connaître leur sort pour les Jeux Olympiques, lui est déjà fixé sur le sien depuis bien longtemps. Le navigateur de Versoix, Lucien Cugent, sera bien du côté de Tokyo cet été pour représenter la Suisse en voile en 49R en binôme avec Sébastien Schneider. Bonjour Lucien. Bonjour. Alors bravo déjà pour la qualification, même si ça fait depuis plus d'1 an déjà que tu es au courant de cette qualification. Alors comme je l'ai dit que la plupart attendent encore de savoir s'ils pourront partir cet été, comment ça se fait que toi, avec Sébastien, que tous les deux, vous soyez déjà fixés là-dessus? Écoutez, c'est un objectif qu'on s'était mis il y a longtemps. Ça fait 7 ans qu'on navigue ensemble dans cet objectif de faire une performance aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Et pour ça, les Jeux Olympiques en voile, c'est des différentes étapes. C'est un représentant par nation. Donc il y a eu cette première étape de sélection de nations qui s'est faite pour nous en 2018, lors des championnats du monde de Aarhus, où avec Sébastien, nous avons fini 10e au classement général et 9e nation, ce qui nous a permis de sélectionner la Suisse pour ces Jeux Olympiques. Donc c'est quoi? C'est que les qualificatifs pour votre discipline, elle s'est faite plus tôt ou bien c'est que vous avez fait des résultats performants plus rapidement que les autres? Je dirais qu'on a eu la chance de bénéficier de ces sélections relativement tôt. Et notamment, on a eu aussi une planification assez parfaite jusqu'en 2019, début 2020, qui n'a pas été bousculé par le Covid-19. Donc on va parler bien entendu du fait que les JO ont été repoussés en 2021. Donc du coup, pour cet été, donc je l'ai dit, tu seras du côté de Tokyo. Combien de nations sont représentées en 49R? Vous allez disputer ça contre combien de binômes? Alors dans notre série, on est, il me semble, 20 nations à confirmer. C'est normalement le chiffre de 20 équipages. Ce qui est un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, parce qu'on a l'habitude de naviguer entre 35 et 60 bateaux sur des championnats d'Europe ou des championnats du monde. Donc là, c'est vraiment les 20 meilleures nations qui seront là-bas à Tokyo. L'objectif à Tokyo, c'est quoi? C'est de ramener une médaille. On sait que le top 8, vous l'avez fait du coup aux mondiaux en 2018, top 12 aux mondiaux en 2020. Là, du coup, c'est vraiment d'arriver à vous surpasser pour obtenir la médaille. Comment vous allez faire? Écoutez, oui, c'est l'objectif de Sébastien et moi et de notre équipe, le Team Tilt. Ça a toujours été de performer aux Jeux Olympiques, de rapporter une médaille pour la Suisse. Ça fait, pour vous dire, un peu plus de 55 ans qu'il n'y a pas eu de médaille en voile olympique. Et ce serait un bel hommage et une belle performance sportive pour nous. Ouais. Le 49R, on voit les images là. C'est quoi exactement? Quelle est la différence avec les autres types de voiles et de bateaux? Écoutez, c'est un dériveur tout petit peu moins de 5 mètres de long par 2,55 de large. Et on est tout le temps en instabilité, toujours debout, à manœuvrer une coordination entre Sébastien et moi qui doit être irréprochable et bien minutée. Et c'est ce qui fait la beauté de cette série. Il faut bien se connaître, le binôme, il faut bien le choisir aussi. Ça fait depuis 2014 que vous naviguez ensemble, c'est ça? Exactement, ça fait depuis 2014 qu'on navigue ensemble sur le 49er. Ouais. Il y a eu les JO de Rio aussi.
du coup. Et puis, c'était quoi déjà, 13e place, il me semble? Une 13e place à Rio. Ouais. Donc, content quand même d'avoir participé au JO de Rio, mais là, Tokyo, les objectifs sont réévalués, on va dire. Hein. Exactement. C'est un petit peu... l'objectif, c'est surtout de réussir à entrer dans cette medal race, ils appellent ça, cette course aux 10 premiers, qui est en fin de championnat. Et on espère arriver dans cette medal race avec suffisamment d'avance ou, je dirais, des points relativement proches pour le podium. Quel préparatif ça demande, les Jeux Olympiques, étant donné pour cela surtout qu'il y a eu le décalage d'un an, enfin le fait que ça a été annulé en 2020, et puis par exemple aussi le fait que vous êtes fixé sur votre sort depuis plus d'un an, donc du coup contrairement à pas mal d'athlètes qui se disent nous l'objectif c'est se qualifier pour Tokyo, vous avez déjà cet objectif en tête, ça change quoi mentalement? Vous savez, je pense que ça... d'une part, ça a permis à Sébastien et moi de peaufiner certaines choses, d'avoir une année supplémentaire. Donc, on a toujours pris ça comme un plus plutôt qu'une... c'est plus bénéfique, en fait, qu'autre chose. Et je dirais, en fait, comme c'est un sport matériel, il y a aussi cette contrainte de l'usure du matériel qu'on n'avait peut-être pas prévu de faire des rachats sur certaines voiles ou même la coque. Et du coup, aujourd'hui, fin avril, on est plutôt content parce qu'on a le matériel qu'il faut pour envoyer au Japon, qui est déjà parti en fait la semaine passée. Mais surtout, on est confiant pour être performant lors de les premières courses du mois de juillet. Comment on fait en tant que sportif et en tant que navigateur quand on se fixe un objectif comme ça de longue date, c'est-à-dire que Tokyo, vous l'avez dans le viseur depuis un bon moment, vous vous êtes dit 2020 ce sera l'année vraiment où vous pensez que vous aurez vraiment franchi plusieurs paliers, plusieurs étapes pour justement arriver à obtenir une médaille. Comment on gère l'attente et puis potentiellement l'annulation des Jeux Olympiques, le décalage d'un an, comment on gère tout ça? Vous savez, je pense que... on a toujours, sur 7 ans, on a toujours planifié chaque année, je dirais pas minuté, mais chaque jour, on savait plus ou moins qu'est-ce qu'on devait faire. Ce report des JO, ça a été juste une nouvelle planification et savoir un petit peu aussi vivre chaque jour au 100% de ce qu'on pouvait faire, en sachant qu'on n'a pas vraiment de lendemain défini. Et du coup, je pense que ça nous a fait mûrir en tant qu'équipe, mais aussi à prendre les choses telles qu'elles viennent et se dire, si on arrive cet été déjà à Tokyo, à l'aéroport, avec notre container, ce sera déjà une bonne étape de franchie. Et après, je pense qu'une fois sur place, ce sera certes tous ces protocoles à suivre, mais que du bonheur et on se réjouit d'en découdre. Donc Lucien, on y croit à Tokyo cet été? Il faut y croire, ouais, c'est sûr. Et je pense que ça devrait être sur la bonne voie, en tout cas. On espère que ça aura lieu, c'est surtout ça. Ouais, on va croiser les doigts. Les prochains défis pour toi, pour vous deux, avec Sébastien, qu'est-ce que ça va être justement avant Tokyo? Il y a encore des phases d'entraînement? Exactement. Les prochains défis, là, c'est de nous rendre en Espagne à la fin de la semaine pour des entraînements avec les 10 meilleures nations qui nous attendent là-bas. On fait 3 semaines d'entraînement intensif du côté de Santander, pas loin de Bilbao. Et justement, on a planifié aussi le matériel pour là-bas. Donc, c'est pas mal de logistique qu'on a dû résoudre avant. Et ensuite, après ça, c'est la dernière ligne droite pour Tokyo. Donc, une fois qu'on aura fait ce dernier bloc d'entraînement, je dirais que l'objectif, c'est vraiment de masteriser ces entraînements, quitte à casser encore des choses ou même au point de vue humain de se connaître encore mieux et se mettre en difficulté là-bas. Ces camps d'entraînement, justement, j'allais te dire, c'est une épreuve mentale, j'imagine, parce qu'à quelques semaines des JO, en fonction de la manière dont vous allez naviguer pendant ces jours-là, ça peut redéfinir votre mental, à savoir peut-être une certaine confiance si vous arrivez à performer par rapport à ces autres équipes. Et puis si vous êtes un peu en dessous, peut-être aussi une baisse de morale et de confiance. Je pense que dans les deux cas de figure, on sera prêt à réagir. On a suffisamment d'entraîneurs et de coachs, de managers qui sont là autour de nous pour vraiment nous conseiller au mieux. Et on travaille aussi sur le mental avec un spécialiste à Genève. Et je pense que peu importe le cas de figure qu'on rencontrera
sur ces 3 semaines d'entraînement à Santander, on sera assez prêt pour réagir et en tirer que du bénéfique. Ouais. Merci beaucoup Lucien Cujean d'avoir été avec nous sur NRTV. Et du coup, on te souhaite le meilleur pour les JO et puis ramène-nous une médaille. Merci beaucoup. Ouais. À bientôt. À bientôt, ouais. Salut. On parle handball à présent, car si les adultes ne peuvent toujours pas agripper la balle, les juniors, eux, oui. Les clubs de HB Seignon et TCGG, forts de leur union récente, se concentrent en ce moment à former la relève. Reportage en images à Gland, lors du premier match de l'équipe féminine moins de 18 ans, vous le verrez, si les Nyonnaises se sont inclinées lourdement face à Lausanne, une équipe forte, eh bien elles n'ont pas démérité et ont montré plein de belles choses pour la suite. Thomas Heurtevent, vous êtes président du HB Seignon. Bonjour, dites-nous quel match on vient de voir. Alors on vient de voir le tout premier match de notre regroupement d'équipe avec les CGG, donc les M18 filles, voilà, qu'on vient juste d'engager. On avait une M16 avant, on les a toutes fait monter en M18, donc on a des filles qui ont 14 à 18 ans, un peu moins de 18 ans. Et c'était leur premier match ensemble contre Lausanne, qui est une grosse structure. Et voilà, on a vu le chemin qu'il y a à parcourir. Voilà, c'est une première expérience. On avait en face de nous une équipe vraiment de très bon niveau, très expérimentée. Voilà, on a du boulot, le coach l'a vu, les filles l'ont bien senti. Malgré tout, il y a eu de très belles choses. On a vu des très beaux mouvements, on a eu des choses vraiment intéressantes. Voilà, il y a un peu de travail, voire beaucoup, mais on sait où il faut le faire maintenant, c'est clair. Bonjour les filles, alors qu'est-ce que ça fait de disputer enfin un match après toute cette période Covid ? Ça fait un peu bizarre, mais ça fait plaisir aussi parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué contre une équipe. Après, c'était notre premier match en tant que M18. On a une équipe avec pas mal de jeunes aussi. Donc c'est un peu compliqué, mais ça nous fait quand même plaisir. On est content de se retrouver sur un vrai terrain contre une vraie équipe en face. Moi, j'ai trouvé que c'était enfin un résultat de nos entraînements, tout ce qu'on avait étudié à l'entraînement. Et moi, j'ai trouvé que c'était une bonne remise malgré notre défaite. Et je suis sûre qu'on fera très bien et qu'on s'améliorera. Et j'ai trouvé que c'était un très bon début. Vous avez vu des belles choses qui vous donnent de l'espoir pour la suite ? Oui, déjà d'avoir une équipe là, ça continue à me donner de l'espoir, d'avoir des équipes M14 et d'avoir tout ce mouvement féminin qui nous pousse derrière et qui nous pousse par en haut. Ça me donne de l'espoir. Et puis sur le terrain, comme j'ai dit, j'ai vu des choses qu'on a mis en place, qu'on a essayé, qui n'ont peut-être pas fonctionné. J'ai vu des réflexes de notre gardienne, j'ai vu des tirs qui se sont améliorés. Il y a plein de choses que je vois et d'autres que j'attends de voir. On a décidé de les faire monter à ce niveau-là parce que pour nous, c'est important qu'elles puissent toutes jouer ensemble, que ça soit une vraie SG avec les CGG, puisqu'on a constitué un regroupement d'équipes aussi au niveau senior. Donc on va vraiment créer le vivier, le terreau pour alimenter notre équipe dames pour le futur. Donc là-dessus, c'est vraiment important. Et puis encore une fois, on a des filles qui ne devraient pas jouer à ce niveau-là, qui ont pas encore complètement le physique, etc. Les choses vont venir. On va bien travailler. Elles vont prendre de l'expérience, un peu de vice. On a vu du vice en face de nous. Elles vont en prendre aussi. Aujourd'hui, c'est une équipe de filles très gentilles. Mais elles vont apprendre à faire un peu plus, un peu différemment. Mais là, le plaisir, on l'a maintenant. Voilà, c'est quand on revoit les gamins sur le terrain jouer, s'amuser, se dépenser, se taper dans les mains. Elles ont quand même le droit de se taper dans les mains. Voilà, on sait pourquoi on travaille. Thomas Heurtevent, on a vu 2 de vos filles qui jouaient aujourd'hui dans ce match. Pas trop frustré de voir vos filles jouer et vous rester sur le banc ? Non, parce que d'abord elles sont bien meilleures que moi. Soyons clairs, c'est vraiment, elles font partie de l'avenir du club. Et c'est génial de voir ces 2 sœurs jouer ensemble, s'éclater, combiner. Voilà, alors il y en a une qui a pris des coups, il y en a une qui a donné des coups. On parle de vice, ça va venir. Mais non, c'est vraiment un vrai plaisir. Et pas de frustration parce que ça s'est peut-être entendu un petit peu. Je m'exprime beaucoup sur le bord du terrain et c'est un moyen aussi de participer au match en fait. Voilà. C'est quoi vos objectifs là pour la suite avec cette équipe ? Le prochain match, essayer de gagner déjà, ça paraît bien. Essayer de se battre ou alors faire un meilleur score que celui qu'on a fait aujourd'hui. Et plus de buts en tout cas. Ouais, plus de buts, une défense plus solidaire que ce qu'on a et des attaques aussi plus chercher et développer. Merci les filles et bravo de vous être battues aujourd'hui contre Lausanne. Merci. Contrairement à d'autres sports, le rugby en Suisse n'a toujours pas le droit de reprendre ses championnats. Au-delà du fait qu'il s'agisse d'un sport de contact et que la limitation à 15 personnes sur un terrain pose problème, c'est avant tout le statut amateur de ce sport à l'échelle nationale, même en coupe ou en première ligue, qui gèle les matchs. On fait le point avec le Nyon Rugby Club et son représentant Patrice Philippe. Bonjour Patrice. Bonjour. Patrice, du coup, comment ça se fait que certains sports semi-professionnels ou professionnels puissent reprendre les matchs, qu'on voit des matchs de football, de basket, etc., mais que le rugby, rien du tout?
Mais tu l'as dit, ce sont des sports professionnels ou semi-professionnels. Et nous, les sports amateurs, même si nous jouons en première division suisse, nous ne pouvons pas pratiquer donc, notre activité avec contact. Et comment ça se fait, ça, que le rugby soit encore considéré comme amateur, même la première ligue? Alors oui, il est considéré comme amateur parce que déjà, il n'y a pas les mêmes moyens financiers que dans notre sport professionnel. Le rugby n'est encore pas assez connu aussi pour le devenir. Et il y a des critères aussi au niveau de Suisse olympique, des catégories où on ne rentre pas encore dans les catégories des sports professionnels ou semi-professionnels. Donc il y a des soucis de financement, des soucis de popularité du sport en Suisse, et puis les soucis du fait que ce n'est pas un sport olympique, c'est aussi ça? Aussi, ce n'est pas un sport olympique. Il y a sûrement aussi ce suivi derrière au niveau des joueurs, au niveau des tests, parce qu'il faut savoir que les professionnels ou les semi-pros, on pratique tous les jours des tests, donc il y a quand même une grosse structure organisationnelle à côté, chose qu'on ne pourrait peut-être pas avoir au niveau du rugby. Ouais. Après, au niveau olympique, oui, le rugby à 7 est un sport olympique. Et c'est vrai qu'eux, ils ont la possibilité d'avoir du contact, même en Suisse. Voilà, ce sont des choix qui sont difficiles à comprendre parce que nos joueurs à 7 sont nos joueurs à 15. Donc ils vont jouer à 7 le dimanche en faisant du contact. Ouais. Et puis ils vont se retrouver la semaine suivante avec l'équipe à 15, avec les mêmes joueurs. Ouais. Et l'équipe à 15, ils n'auront pas le droit de faire du contact. C'est ça, ouais. Donc on comprend ces détails-là forcément. Dans quel état d'esprit est le club et dans quel état d'esprit sont les joueurs? Parce qu'on le rappelle, ça fait depuis octobre que les matchs n'ont pas pu avoir lieu. Le match qu'on voit dans les images derrière moi, il date justement d'octobre en fait. C'est un des derniers matchs qu'a disputé le Nyon Rugby Club. Oui, on le vit, on vit avec le Covid. Donc on a de la chance, et notamment en Suisse, qu'au niveau des jeunes de 6 ans jusqu'à 20 ans, ils peuvent pratiquer. Donc jusqu'à 16 ans, c'était autorisé jusqu'à maintenant. Donc on a pu s'entraîner jusqu'au 16 décembre. Malheureusement, donc, les moins de 20 ans, fin octobre, ont dû arrêter avec les seniors. Et puis avec la nouvelle réglementation, il y a les moins de 20 ans qui ont pu reprendre. Donc ça a été assez compliqué aussi pour nous parce que les moins de 20 ans sont seniors. Donc jouent avec les grands qui sont interdits. Donc les moins de 20 ans, il fallait organiser des entraînements spécifiques pour eux, pour qu'ils puissent s'entraîner avec du contact, ou les faire venir avec nos jeunes de moins de 18 ans, mais il y a quand même 2 années de différence. Donc il a fallu qu'on s'organise à côté pour entraîner ces jeunes. Et pour ne pas frustrer aussi certains, justement, en disant, entre 18 et 20 ans, vous pouvez rejouer, au-dessus de 20 ans, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc c'était bien pour les jeunes et jusqu'à moins de 20 ans, parce que donc on est vraiment assez dynamique et on essaie de les faire jouer tous les week-ends. Par contre, au niveau des seniors, ça fait 6 mois. Donc fin octobre, il y a eu cet arrêt sec. Puis on rentrait fin novembre dans la période de trêve hivernale. Donc il y a eu un petit relâchement. On n'a pas perdu contact, on est toujours en contact, mais c'est vrai qu'au niveau rugby, on ne s'est pas retrouvé. Et vous imaginiez reprendre au printemps? Et on s'imaginait reprendre, enfin on espérait. Et donc il y a d'ici un mois, on a su que les seniors pouvaient reprendre à courir, mais bien sûr en gardant des distances. Donc les entraînements seulement, quoi. Seulement les entraînements, sans contact, en nettoyant les ballons, donc quelque chose d'assez aussi très compliqué à mettre en place. C'est possible ça, sans contact, les entraînements au rugby? C'est possible. C'est possible, c'est compliqué à mettre en place parce que pour l'instant on a un petit peu cette culture de combat. Mais ce côté Covid nous a aussi, il y a un côté positif, c'est qu'on a été obligé de trouver d'autres formes de jeu ou d'autres rugby. Donc parce que vous connaissez, il y a le rugby à 15, il y a le rugby à 7, et puis le touch rugby, donc on peut simplement se toucher, et puis il y a le flag rugby, donc c'est des petites languettes, et puis il y a le rugby à 5. Et donc on a essayé de se tourner vers ces activités-là où il y avait moins de joueurs. Ils sont plus adaptés au Covid, plus d'espace et moins de contact. Après, maintenant, depuis la semaine dernière, avec notamment les seniors, on a le droit d'avoir du contact avec masque, mais du contact léger. Donc c'est assez quand même compliqué au rugby d'avoir un contact léger. Donc quand il y a un adversaire qui vient, on me dit oh, tiens, on va être léger, il y a le Covid. Contact léger dans une mêlée, voilà, donc, effectivement. Alors quand on parle de contact léger, c'est des situations de 1 contre 1. Ouais. Donc ça fait rien, le contact il y est quand même. Donc masque ou pas masque, pour moi ça ne change rien. Tout à fait. Voilà, donc c'est assez compliqué, mais on essaye au maximum qu'on puisse se retrouver, et notamment retrouver ce côté social entre nous, et puis se préparer pour la saison suivante. Ouais.
Et on a la chance aussi, c'est qu'on a un groupe qui est vraiment soudé au niveau des seniors. Et puis entre eux, ils sont organisé une équipe à 7. Ouais. Et puis ils ont organisé, donc ils ont prévu des tournois à 7, notamment à Dubaï sur 2 déplacements. Et ça, c'est très positif pour le groupe, qu'il y ait cette dynamique interne sans nous, qu'ils aient pris eux-mêmes cette initiative de continuer à se retrouver et surtout de s'entraîner et de prendre du plaisir, parce que le plaisir, on l'a perdu. C'est ça. Tu parles déjà en fait de la saison prochaine, Patrice, c'est-à-dire que cette saison-là, vous y croyez plus en fait. On rappelle quand même que vous êtes 3e du classement en LNA, Lyon Rugby Club, oui. Mais vous imaginez pas reprendre des matchs là pour cette saison? Franchement, non. Et puis je pense pas que si on reprend des matchs, il faudrait que ce soit des matchs amicaux ou des matchs pour le plaisir. Mais au niveau compétitif, c'est compliqué parce qu'on peut reprendre le contact seulement depuis la semaine dernière. Et comme je vous dis, contact léger, donc on peut travailler les attitudes de contact. Mais après, le rugby, c'est un sport quand même de combat. Et pour être bien, pour respecter aussi pour l'intégrité physique des joueurs, il nous faut 6 semaines minimum de préparation, en temps normal. Alors on imagine quand on a coupé 6 mois et puis qu'on met ces 6 semaines, pour moi ces 6 semaines sont un petit peu justes. Il y a des risques de blessures aussi. Ouais, exactement, et c'est à ce niveau-là où il faut que vraiment on soit vigilant. Je sais que les joueurs ont envie de reprendre, nous aussi on a envie de reprendre, mais il faudra qu'on soit bien conscient qu'il y ait une coupure de plus de 6 mois sans contact et qu'on doit vraiment bien préparer les joueurs. Donc pour la suite, je ne le sens pas super bien au côté championnat. Et puis je ne sais même pas s'il y a l'utilité pour jouer 3 matchs et dire il y a un champion. Non. Si on arrive déjà à se retrouver tous ensemble, sans vraiment ce côté compétitif et prendre du plaisir, sous forme d'échange, ça peut être une bonne chose, je pense. Ouais. On comprend donc forcément la tristesse des rugbymen de Nyon de ne pas pouvoir reprendre ces matchs. En revanche, il y a ce côté positif avec les juniors et avec aussi la reprise des entraînements et du lien social. Comment se porte le club maintenant, financièrement par exemple? Dans quel état est le Nyon Rugby Club aujourd'hui, après une année et plus de pandémie? Alors, sportivement, on se porte vraiment bien, parce qu'on n'a jamais lâché, même avec le Covid, et notamment avec les jeunes. Quand au mois d'octobre, il y a eu cette coupure, on avait l'autorisation de continuer avec les jeunes de 8 ans à 16 ans, de 6 ans à 16 ans, et chose qu'on a fait. Et on ne les a jamais lâchés. Et puis on a bien fait parce qu'ils sont encore présents là. Et puis quand on discute avec les parents et les enfants, ils étaient contents de pouvoir pratiquer un sport et sortir un petit peu de ce système, ce mauvais système cloisonné avec les enfants et des règles très strictes et pouvoir s'exprimer un peu sur le terrain. Donc sportivement, vraiment, on était super bien. On a vraiment été organisés en faisant des rassemblements, des stages. Et financièrement, le club n'est pas trop mal non plus, je pense. Donc le club résiste. Mais il résiste. Nous, les seules dépenses qu'on a, elles sont sur des défraiements, éventuellement des coachs, ou ce sont des déplacements, quoi. Et c'est tout, donc il n'y a pas d'autres dépenses. Donc là, il n'y a pas eu de dépenses de fait pour tous ces déplacements à droite ou à gauche. Donc financièrement, le club se porte pas trop mal, je pense. C'est quoi les prochains objectifs là, avant la saison prochaine, du coup? Parce qu'on l'a compris, vous n'y croyez pas trop à reprendre les matchs, en tout cas en LNA, là, pour les semaines, voire les mois à venir. Mais les prochains objectifs là, avec le Nyon Rugby Club, c'est quoi? C'est l'école de rugby, par exemple? Eh bien là, on n'a jamais lâché. Donc vraiment, nous, ça a été tout le temps notre priorité, cette école de rugby, ce développement. Donc on va continuer dessus. Ce qu'il y a maintenant, on commence à avoir une structure, un fil rouge depuis les 2 écoles de rugby jusqu'au senior. Et puis il faut qu'on continue à travailler là-dessus. On travaille sur la formation des futurs entraîneurs ou éducateurs, parce qu'on aimerait que ça reste un petit peu en interne et garder cette identité nyonnaise. On prépare la saison prochaine sur la planification, sur les coachs, avec les joueurs, savoir qui sera encore là l'année prochaine. Et puis les jeunes qui montent. Donc on travaille sur on se projette déjà pour le mois d'août et septembre pour cette reprise. Donc plein de belles choses quand même et plein d'espoir pour la suite. Merci Patrice Philippe. Donc vous êtes directeur sportif au Nyon Rugby Club et puis longue vie au Nyon Rugby Club du coup et à très vite j'espère. Oui, merci. Sur la pelouse du coup. Quand mes joueurs me disent vous, ils font 20 pompes. Donc la prochaine fois que tu me dis vous, ça sera 20 pompes. Mais je dis vous Patrice, je dis vous le club. Ah, bon, Salut Patrice, à bientôt. Alors. Merci, à plaisir. Salut. À bientôt. C'est tout pour cette semaine sportive. Merci beaucoup d'avoir regardé ce programme. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!